Alors, merci beaucoup pour cette introduction, Madame Sylvie. Euh, je m'appelle Jennifer Cohen-Reyes et comme vous venez d'entendre, j'ai fini ma maîtrise en psychiatrie à McGill en 2022, en octobre 2022. Et mon étude de maîtrise est portée sur les besoins de services en santé mentale perçus par des personnes atteintes de douleurs chroniques. Et on a mené un sondage en ligne au Québec. Et comme Mme Sylvie vient de dire, on a recruté la plupart des participants à travers la QDC. Donc, ça me fait beaucoup de plaisir de venir ici aujourd'hui à vous présenter les résultats de ces sondages. Et c'est sûr que pour les personnes qui ont aussi participé à ces sondages, mais qui ne sont pas présents aujourd'hui, ça sera en ligne, donc ça me fera encore plaisir pour eux qu'ils regardent cette présentation. Donc, pourquoi parler de santé mentale et douleurs chroniques? On comprend qu'il y a une forte prévalence des problèmes de santé mentale chez les personnes atteintes de douleurs chroniques. La prévalence par exemple, des dépressions dans la littérature, on la voit jusqu'à 50% chez les personnes atteintes de douleurs chroniques. Et les troubles anxieux, par exemple, peut aller jusqu'à 30% plus. Il existe une relation bidirectionnelle quand même très fondée sur la littérature. On peut voir que dans certaines études, les problèmes de santé mentale précèdent la douleur chronique et aussi que la douleur chronique peut aussi précéder les problèmes de santé mentale. Donc, il y a une direction quand même directionnelle qui est très marquée dans la littérature. Bon, on comprend aussi, on peut constater aussi à partir de la littérature que certains facteurs de santé mentale peuvent avoir un impact sur la douleur chronique, pas seulement sur le maintien ou pendant la douleur chronique, mais aussi qui peuvent avoir un impact sur le développement de la douleur chronique. Donc, on peut voir là, avec la relation bidirectionnelle, on peut voir que la santé mentale peut avoir des impacts encore plus profonds dans la douleur chronique. Il existe des conséquences négatives quand on parle des traitements pour la douleur chronique, des traitements des médicaments. Les traitements aux opioïdes sont fréquemment prescrits pour gérer la douleur chronique et on peut constater des conséquences négatives possibles des traitements aux opioïdes, soit dans le développement de problèmes de santé mentale ou soit que ça peut amener à des conséquences encore plus négatives, comme dans une minorité des patients atteints de douleurs chroniques, ça peut amener à développer un trouble d'usage d'opioïdes, par exemple, ou encore de problèmes encore plus importants. On comprend dans ces contextes, quand on regarde le lien entre la santé mentale et la douleur chronique, et si on voit aussi les possibles conséquences négatives des traitements aux opioïdes, on peut déjà voir comment les services en santé mentale pourraient être importants dans ces contextes. Il existe la littérature qui indique que certaines interventions psychosociales, donc en santé mentale, peuvent avoir un impact positif, pas seulement pour les problèmes de santé mentale, mais aussi pour la douleur chronique. Et dans certains guides de la gestion de la douleur chronique, le traitement non pharmacologique est recommandé comme première ligne, comme traitement de première ligne avant les traitements pharmacologiques. Et un de ces traitements non pharmacologiques, là, on peut trouver les services en santé mentale. Quand on parle de services en santé mentale, on peut parler il y a des services en général, mais comme on le perçoit normalement, c'est des services
offert par un professionnel de la santé mentale, soit sous forme d'intervention psychologique. Et il y a différentes interventions psychologiques qui ont démontré déjà des résultats positifs dans le cadre de la douleur chronique pour les problèmes de santé mentale et pour la douleur chronique. On peut nommer la thérapie cognitivo-comportementale pour la douleur chronique, la réduction du stress basée sur la pleine conscience, la thérapie d'acceptation et d'engagement et autres. Donc, ça varie aussi le support de chaque intervention, mais il existe de toute façon des résultats positifs pour les problèmes de santé mentale et la douleur chronique. Alors, même si on peut constater l'importance des services en santé mentale dans le cadre de la douleur chronique, l'accessibilité aux services en santé mentale est très limitée, pas seulement pour les personnes atteintes de douleur chronique, mais pour la population en général. Mais on peut voir quand même qu'il y a une importance très marquée pour cette population. Donc, pour nous, dû à cette importance, on s'est intéressé à évaluer les besoins en termes de services en santé mentale tels qu'exprimés par les personnes atteintes de douleur chronique. Donc, on savait en général que l'accessibilité aux services en santé mentale peut être limitée, mais on ne connaissait pas nécessairement comment ça s'est passé pour la population de douleur chronique quand on voit que c'est très important pour certains, pour plusieurs raisons. Donc, on n'avait pas nécessairement de l'information qui nous disait si c'était mieux pour eux, si c'était encore pire pour eux. Donc, on n'avait pas cette information et alors, si on n'a pas l'information, on peut pas agir avec des données. Alors, notre premier pas, c'était d'évaluer les besoins. Et comment on a fait ça? Bon, on a mené une enquête sur les besoins perçus en matière de santé mentale, donc en matière de services en santé mentale par les personnes atteintes de douleur chronique et problèmes de santé mentale concomitants. OK? Donc, dans ce sondage en ligne, on l'a réalisé entre juillet et décembre 2021, donc ça date déjà de presque 2 ans, les résultats. Dans ces sondages, on a inclus des questions à choix multiples, donc on parle de questions fermées, mais on a inclus aussi quelques questions ouvertes qui pouvaient nous informer un peu plus sur les questions à choix multiples. Dans ces sondages, dans les questions à choix multiples, on demandait par exemple si le participant avait constaté un problème, donc c'était toujours auto-rapporté, avait constaté un problème de santé mentale dans les derniers 12 mois, par exemple, dans la dernière année. Et à partir de si la personne rapportait un problème de santé mentale, on demandait d'autres questions. Par exemple, est-ce que vous pensez que vous avez besoin de services en santé mentale? Si vous constatez que vous avez un problème de santé mentale ou un trouble diagnostiqué en santé mentale. Et donc, après avoir établi que si la personne, par exemple, disait « Oui, j'ai besoin de services », on demandait « OK, est-ce que vous avez reçu les services dont vous avez besoin ou non? » Donc, c'est comme ça qu'on établissait si les besoins en termes de services étaient répondus ou non pour la personne. Donc, elle avait besoin de services. Est-ce qu'elle a reçu? Oui ou non? Voilà. Donc, certaines questions ouvertes, juste pour finir les questions à choix multiples, on a aussi, bien sûr, inclus d'autres types de questions aussi pour évaluer détresse psychologique, le soutien social perçu, d'autres questions en santé mentale générale, par exemple, et des questions socio-démographiques pour comprendre un peu plus notre échantillon. Les questions ouvertes, c'était plutôt soit des commentaires, des choses qu'on donnait de la place pour ajouter des commentaires si la personne voulait préciser ou non, mais on a demandé une question spécifique sur les services en santé mentale. On a demandé
qu'est-ce que vous pensez qui pourrait améliorer votre condition, vos problèmes en santé mentale? Donc, on a demandé ça d'une façon très ouverte et, et ça, dans notre but, c'était vraiment juste pour informer les questions fermées. Finalement, on a recruté à travers l'Association québécoise de la chronique et on a recruté 140 participants et aussi quelques-uns par les médias sociaux. Donc, allons-y aux résultats. Bon, 140 personnes attentes des participants. 82 répondants ont indiqué avoir des besoins en termes de services en santé mentale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Des personnes qui ont indiqué avoir un problème de santé mentale, on a demandé, est-ce que vous avez besoin de services? Est-ce que vous avez eu besoin de services dans la dernière année pour vos problèmes de santé mentale? Et donc, 82 personnes ont indiqué avoir besoin des services en termes de santé mentale. Donc, 58%. Quand on parle de personnes qui n'avaient pas nécessairement, qui ne percevaient pas de besoins en termes de services, mais qui avaient un problème de santé mentale, c'était 93. Donc, à partir de ces 93, on arrive à 82. Ce sont les personnes qui rapportaient des problèmes de santé mentale, mais aussi qui avaient besoin des services. OK? Donc, là, on garde ces 82 répondants et sur ces 82 répondants sur lesquels qui avaient des problèmes, qui rapportaient des problèmes de santé mentale et aussi des besoins perçus en termes de services, on peut constater que la plupart des participants étaient des femmes, donc presque 80% sur ces 82 participants. On peut constater que la plupart des participants de notre échantillon avaient 45 et plus. Presque la moitié des participants étaient sous le seuil de pauvreté qui est 25 000 $ par année. Donc, ça, c'est le salaire annuel par personne. Donc, on demandait vraiment par personne, par famille. Et 40% de notre échantillon apportaient avoir un salaire de moins de 24 000 $ par année. En termes de durée de la douleur chronique, 76% de notre échantillon rapportaient avoir été atteintes de douleurs chroniques depuis plus de 5 ans. Mais quand on parle de, par exemple, 10 ans, on parle sur ces 76%, on parle que deux tiers de ces 76% étaient atteintes de douleurs chroniques depuis plus de 10 ans. Donc, on parle là de 5 ans et plus, mais on comprend que la plupart des participants étaient atteints de douleurs chroniques depuis longtemps. Quand on parle de détresse psychologique qu'on avait évalué dans les questions fermées, on parle que la plupart des personnes de notre échantillon de participants avaient des scores qui indiquaient une détresse psychologique élevée. Et bien sûr qu'on peut, si on veut, on peut parler de c'est quoi ça en termes de score ou la mesure qu'on a utilisée. Mais bon, juste pour vous dire que c'est quand même presque tout l'échantillon qui avait des scores qui indiquaient une détresse psychologique élevée. Quand on parle de soutien social perçu, 2 tiers des participants de notre échantillon avaient des scores qui indiquaient un soutien social perçu faible. Donc, ça, c'est pour les participants, encore une fois, qui rapportaient des problèmes de santé mentale et des besoins perçus en santé mentale. Et maintenant, quand on parle des besoins perçus, donc, comment est-ce que ça se passe pour ces participants? Bon, on peut remarquer que si on parle, là, on avait des différentes dimensions.
Là, on vous présente un chiffre très clean, très, très propre, mais c'est sûr qu'il y avait des différentes dimensions que je vais aborder plus tard. Dans les services, on demandait pour l'information en termes de services en santé mentale, médicaments en termes de santé mentale et counseling ou psychothérapie. Donc, quand on parle des services, on demandait sur ces 3 dimensions. Ici, on a tout regroupé et on a dit, OK, sur toutes les personnes qui avaient besoin de quelque chose, soit information, médication, counseling pour leurs problèmes de santé mentale, combien d'entre eux, parmi eux, ont reçu tous dont ils avaient besoin. Donc là, on parle de 82 participants et 16 personnes, 16% ont indiqué, donc percevé qu'ils avaient reçu tous dont ils avaient besoin. OK. Donc, c'est quand même 16% de l'échantillon. Maintenant, on peut voir pour chaque type de service, comme on l'appelle, on commence par information. Ici, je pourrais clarifier qu'il y a 28 personnes sur ces 82 personnes avaient dit, moi, j'ai besoin de l'information pour gérer mes problèmes de santé mentale. Ce type d'information, soit en termes de service ou en termes de vraiment, on ne spécifie pas, mais c'est vraiment information qui les aiderait à gérer leurs problèmes en santé mentale. Et donc, sur ces 28 personnes, 36% a indiqué qu'ils avaient reçu toute l'information dont ils avaient besoin. Un autre tiers des participants a indiqué qu'ils avaient partiellement reçu toute l'information dont ils avaient besoin et un autre tiers qu'ils n'avaient pas reçu du tout l'information dont ils avaient besoin. OK? Maintenant, on arrive à la psychothérapie, au counseling. On demandait counseling ou psychothérapie. Ici, c'est la proportion de personnes qui ont indiqué avoir un besoin de psychothérapie, donc 52 personnes. Et sur ces 52 personnes, 35% a dit, moi, j'ai reçu toute la psychothérapie ou counseling dont j'avais besoin. Alors, mes besoins en termes de psychothérapie sont répondus. Et ça, c'était pour 35% des participants qui avaient un besoin en termes de psychothérapie. Là, la même chose que pour l'information, l'autre tiers, un tiers a rapporté que leurs besoins étaient partiellement répondus et un autre tiers que leurs besoins n'étaient pas du tout répondus. OK. Donc, en troisième place, on trouve la médication. Donc, si on attend les résultats, est-ce qu'on pense que ça va être en plus ou moins? Bon, les personnes qui ont pensé qu'il y était plus, c'est plus. Les personnes donc, encore une fois, on demandait est-ce que vous avez eu besoin de médicaments pour gérer vos problèmes de santé mentale? 38 personnes avaient dit oui. Quand on demandait est-ce que vous avez reçu toute la médication dont vous avez besoin, dont vous avez eu besoin, 61% sur ces 38 personnes ont dit oui, j'ai reçu toute la médication dont j'avais besoin. Et donc, 16%, donc ici, on peut pas, c'est pas si clair, c'est pas si clean, comme on dit, tiers, mais 16% a dit OK, j'ai reçu quand même en quelques reprises, j'ai reçu la médication dont j'avais besoin, mais dans des cas, non. Donc, partiellement répondu, on dit. Mais pour les personnes qui n'ont reçu aucun médicament et donc leurs besoins en termes de médicaments n'étaient pas répondus du tout, c'était 24%.
OK. Donc, là, on a un portrait un peu. Si on résume, c'est 16% des participants qui ont eu tous leurs besoins répondus. En termes d'informations, un tiers qui a eu toute l'information dont ils avaient besoin, un tiers pour ceux en counseling et 2 tiers pour ceux qui avaient besoin de médicaments. Donc, une autre question qu'on demandait, quand les personnes, par exemple, quand ils disaient non, j'ai rien reçu ou j'ai partiellement reçu ce dont j'avais besoin, on demandait OK, mais pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas reçu le médicament, counseling ou information dont vous avez besoin? Et donc, on montrait une liste et la personne pouvait choisir sur cette liste et c'était encore dans une question fermée, un choix multiple. Donc, la personne pouvait cocher plus d'un obstacle. Là, on a trouvé qu'il y avait des obstacles quand même récurrents dans les réponses. Là, les personnes qui ont indiqué leurs obstacles, ce n'était pas tout le monde parce que ce n'était pas tout le monde qui avait soit partiellement eu leurs besoins répondus ou pas du tout. Donc, juste pour ceux deux, on a demandé ces questions-là. Et les coûts et assurances, c'était bien sûr dans une première place d'obstacles. On avait aussi de la disponibilité des services et l'accessibilité des services. Mais là, c'était vraiment c'était une liste. C'était des questions fermées. Alors, on n'avait pas nécessairement beaucoup d'informations sur ce que ça voulait dire. Donc, dans la question ouverte sur qu'est-ce que pourrait vous aider à mieux gérer vos problèmes en santé mentale, là, cette question-là, les réponses nous donnent un peu plus d'informations sur ce que ça veut dire, ces obstacles-là. OK. Bon, on a choisi trois commentaires ou suggestions juste pour vous montrer, vous donner une idée, mais je pense que ça va être quand même, ça va quand même faire beaucoup de sens. Donc, ici, par exemple, on peut lire une suggestion d'un participant. Ça dit « de l'aide financière pour une psychologue, car 130 $ pour 50 minutes, c'est dispendieux à toutes les semaines quand on n'a pas de revenus. Avant de voir la psychologue, j'avais demandé à mon médecin de l'aide psychologue et ça faisait 1 an que j'étais sur une liste d'attente et je m'enfonçais de plus en plus. Alors, j'ai décidé d'aller au privé. Alors, ici, on trouve 2 sur ces 3 obstacles plus fréquemment rapportés par les participants. Là, on trouve, c'est sûr que les coûts et la couverture, on le remarque ici, mais aussi la disponibilité des services. Donc, la personne était dans une liste d'attente et elle doit aller en privé parce que ses besoins n'étaient pas répondus dans le milieu public. Une autre suggestion de notre participant, ça dit « de l'aide sur la nutrition, la prise de poids est souvent un effet secondaire des médicaments. Donc, en suivi en nutrition et des sessions de psychothérapie payées par la RAMQ, ainsi que des conseils et suggestions sur les insomnies générées par la douleur chronique. Encore une fois, sessions payées par la RAMQ. » Alors, la question était quand même ouverte. La question était quand même, on n'a pas demandé une question complètement, directement liée aux obstacles. On a seulement demandé qu'est-ce que pourrait vous aider à mieux gérer vos problèmes de santé mentale. Et là, on pouvait recevoir toutes sortes de réponses là. Mais les participants mentionnaient, bon, encore une fois, ils parlaient des coûts, ils parlaient des assurances, ils parlaient des disponibilités de services comme ces participants ici. Et quand on parle, par exemple, d'accessibilité des services, les personnes mentionnaient dans les commentaires que ça les aiderait d'avoir des services plus proches de chez eux, par exemple.
Et un autre commentaire qu'on trouve ici, c'est plutôt un commentaire que je trouvais quand même très intéressant. Et je pense que ça regroupe quand même ce qu'on voit dans les résultats. Les côtés physiques est traité, mais le côté psychologique ne l'est pas chez les personnes ayant des douleurs chroniques. Cette chronicité impacte notre vie de tous les jours et c'est jusqu'à la fin de notre vie. Voilà. Donc, je pense que ça regroupe quand même bien les résultats. On peut voir, mais bon, dans notre échantillon, la plupart des personnes, des participants, a été atteintes de douleurs chroniques depuis plus de 10 ans. Quand même une majorité des participants avaient aussi des problèmes de santé mentale concomitants. Et là, on peut voir si ces douleurs chroniques, c'est une chronicité qui a un impact sur toute la vie de la personne. Alors, ça nécessite un appui un peu plus prolongé. Et alors, c'est là que les assurances, les coûts, ces types d'obstacles, ça fait plus de sens quand on les met tout ensemble. Bon, je voulais quand même, j'en discute quand même un petit peu, mais je voulais quand même mettre en comparaison, je voulais quand même comparer un peu nos résultats pour les mettre en perspective. Juste pour qu'on comprenne bien comment est-ce qu'on, à partir de cet échantillon, faire un état de situation. Alors, si on parle de la détresse psychologique, on peut voir que dans notre échantillon, comparativement à un échantillon canadien qui a utilisé la même mesure de détresse psychologique, dans notre échantillon, la détresse psychologique était plus élevée. Dans un échantillon canadien, la détresse psychologique, soit les mêmes scores, le même seuil, on a utilisé les mêmes seuils pour comparer. Et chez un échantillon canadien, c'était 42 %, tandis que pour notre échantillon, la détresse psychologique élevée, c'était de 96 %. Donc, 42 % comparativement à 96 %. Quand on parle des besoins perçus, là, je ne parle pas de si c'était répondu ou non, c'est juste le fait de percevoir que j'ai besoin d'un service ou de quelque chose en santé mentale. Là, on peut voir que chez cet échantillon, c'était encore plus élevé, plus de besoins perçus en santé mentale. Quand on parle de notre échantillon, c'était 58 %. Chez un échantillon canadien, c'était de 17 % et dans un échantillon montréalais, c'était des 24 %. Là, on compare 58 % dans notre échantillon versus 17 ou 24. Donc, on peut voir qu'il y a quand même il y a eu plus de besoins perçus en termes de services en santé mentale dans notre échantillon comparativement à d'autres échantillons. C'est sûr qu'il y a toujours des limites. C'est pas nécessairement la même mesure. C'était la même mesure, mais c'est pas le même contexte, c'est pas la même méthode, mais ça nous donne une idée quand même. Ça nous donne une idée. Et finalement, quand on parle de besoins perçus, si c'était répondu ou non, donc les réponses en termes de besoins perçus, on peut voir que dans notre échantillon, les besoins perçus répondus étaient moins, les besoins perçus étaient moins répondus que dans un échantillon canadien. Dans un échantillon canadien, 2/3 des participants ont dit « Ah, j'ai reçu tout dont j'avais besoin. » Mais dans notre échantillon, seulement 16 % a dit « J'ai reçu tout dont j'avais besoin. » Donc, 2/3, donc disons 66 % versus 16 %, quand même beaucoup. Alors, pour finir, bon, on a des pistes de solutions. C'est pas tout négatif. Je comprends. On peut comprendre qu'il y a quand même des situations particulières chez cette population. Et on peut voir à partir de l'échantillon. Et c'est vraiment caractéristique, disons, parce que
bon, comme on a vu dans un commentaire d'un participant, c'est une chronicité qui accompagne tout au long de leur vie. Donc, ça nécessite une approche quand même un peu différente, on peut dire. C'est pas avec quelques séances qu'on va tout résoudre. C'est quelque chose qu'on doit gérer tous les jours, qu'on doit continuer à gérer comme n'importe quelle autre condition chronique. Et donc, quand on pense à problèmes de santé mentale et de la chronique qui sont tellement liés qu'un peut avoir un impact sur l'autre et le contraire. Donc, on peut comprendre comment un suivi plus continu en santé mentale peut faire beaucoup de sens. C'est vraiment logique quand on voit les résultats à partir de cet échantillon. Donc, quelques pistes de solutions. C'est sûr que d'adresser les obstacles indiqués par les participants dans notre étude, ça serait très, très avantageux, surtout d'inclure la douleur chronique, la population de douleur chronique dans un éventuel programme de santé mentale, des programmes publics qui sont quand même en train de se développer pour offrir une couverture de services en santé mentale, là, d'inclure la population de douleurs chroniques comme une population prioritaire, ça serait très avantageux et c'est un programme que le programme d'assurance des services en santé mentale est en train de se développer. Donc, si par exemple, si les personnes atteintes de douleurs chroniques pouvaient être aussi inclus dans un tel programme, ce serait très bénéfique, par exemple. Il y a différents auteurs, ça vient plutôt de la littérature, qui disent, bon, c'est sûr que la disponibilité des services est un obstacle, l'accessibilité des services est un obstacle, mais d'offrir des différentes modalités de services, par exemple des interventions par Internet, qui sont déjà en train de se développer, ça pourrait offrir un plus gros éventail d'interventions et plus de possibilités aux personnes qui sont intéressées et qui perçoivent un besoin en termes de ce type d'intervention. C'est sûr que de sensibiliser les médecins de douleurs chroniques, mais aussi les patients quant aux services en santé mentale, ça pourrait être très avantageux. Par exemple, dans les résultats, dans les commentaires et aussi dans les questions fermées, on voyait que l'information était un obstacle, le manque d'information, qu'on ne savait pas, qu'on ne comprenait pas le lien entre la santé mentale et la douleur chronique, qu'on ne comprenait pas où recevoir ces services, qu'on ne comprenait pas qu'on peut avoir accès à ces services pour la douleur chronique. Ce n'est pas seulement pour la santé mentale indépendamment, sinon que sont quand même liés. Alors, ça peut avoir des bénéfices pour la douleur chronique. Et bon, améliorer l'accessibilité à l'information sur les services, la sensibilisation à travers les médecins, ça peut aussi améliorer l'accessibilité à cette information-là. Bon, c'est seulement des pistes de solutions. C'est pour ça que j'ai décidé de faire la présentation un peu plus courte parce que c'est des pistes de solutions que je voudrais quand même en parler avec vous. C'est des choses qui sont en train de se développer. C'est pas tout négatif. On avance, on avance. Et bon, je voudrais après que je finisse juste de vous montrer quelque chose, je voudrais commencer la conversation plutôt. Juste quelques références que j'utilisais pour cette présentation et quelques reconnaissances des organismes qui ont aidé à cette recherche, bien sûr. Et donc, parce que c'est très spécial pour moi de vous donner cette présentation aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit, la plupart des participants à cette étude étaient des membres de l'Association québécoise de douleurs chroniques. Donc, ça fait quand même beaucoup de temps que je voulais
vous présenter des résultats, vous faire un suivi, faire un retour. Je sais qu'il y a plusieurs participants qui ont mentionné dans les sondages qu'ils voulaient avoir un suivi des résultats, un retour, que ça serait très bien. Et moi, je crois beaucoup à la démocratisation de la science. Donc, pour moi, c'est très spécial. Et donc, si tu voudrais avoir ces résultats, moi, j'ai créé une infographie. Donc, vraiment, juste un résumé, seulement les résultats et quelques commentaires. Et ici, j'ai les liens de mon site web qui regroupe mes comptes sur les médias sociaux. Il y a aussi des liens pour d'autres présentations que j'ai faites en anglais et en français, d'autres congrès où j'ai présenté quelques résultats aussi. Donc, vous avez sur ce site ici que vous pouvez soit scanner ou soit taper directement en ligne. Vous pouvez avoir accès à tout ça. Donc, toutes les activités de transfert de connaissances concernant cette étude et aussi télécharger le PDF de cette infographie ici.